Quand on s'engage sur un chemin spirituel, on peut avoir tendance à mettre tout ce qui nous arrive sur le compte de l'évolution personnelle, du karma ou de je ne sais quoi d'autre. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, nous ne sommes pas que cet être spirituel. Nous avons aussi un corps physique et des défaillances qui vont avec. Et nous devons vivre dans une société qui, à mon avis, n'est pas toujours adaptée aux besoins humains. Un humain normal, tout ça, enfin voilà, vous voyez. Un minimum empathique, tout ça. Alors il arrive parfois qu'en plus de soigner notre âme, il soit nécessaire aussi de soigner notre mental. C'est un sujet encore difficile à aborder, mais heureusement, il se démocratise peu à peu. Admettre vivre un problème psychologique, avouer qu'il est parfois difficile de sortir de son lit, de voir le beau dans la vie, vivre des crises d'angoisse, est souvent interprété comme un signe de faiblesse. C'est pourquoi, le plus souvent, on ne dit rien, on encaisse. Seulement, le corps peut finir par dire stop. Les crises d'angoisse, c'est déjà un petit peu ça. Et souvent, lorsque la problématique est tellement présente et importante, ne pas en parler, se taire et prendre sur soi fera que la soigner sera plus long et probablement plus compliqué. On prend tous des pincettes quand on parle santé mentale. On ne veut pas laisser penser aux autres qu'on les croit fous. On ne veut pas vexer, braquer. Enfin, quand on est une personne minimum empathique, encore une fois. On ne veut pas soi-même paraître fou ou faible si on est la personne concernée. Parce que dire qu'on ne va pas bien et qu'on a besoin d'aide est compliqué. La peur de se mettre en marge de la vie sociale, de faire peur à ses proches, est très présente. La peur de culpabiliser l'entourage aussi, qui pourrait se sentir honteux de ne pas avoir perçu le souci avant, de se sentir coupable aussi de peut-être à l'origine du problème. La solitude engendrée par la peur de parler n'aide pas, bien sûr, à aller sur le chemin de la guérison. Si les réseaux sociaux ont beaucoup de défauts, ils ont aussi quelques vertus. La principale étant de mettre une certaine liberté de parole, un partage de témoignages sur des sujets qui peuvent paraître compliqués à aborder avec des proches. S'il faut éviter l'effet Barnum et l'autodiagnostic, consulter le contenu de personnes parlant de santé mentale, anxiété ou dépression, troubles du comportement, plus largement la santé même. Bref, consulter le contenu de ces personnes peut permettre de mettre des mots sur des troubles qui peuvent devenir handicapants. Moi, personnellement, je suis plus ou moins régulièrement les contenus de Ciao Anxiété, par exemple, de Ma Vie Sereine, sur Instagram, essentiellement. Et j'ai pu identifier certains ressentis que j'avais. Ça reste extrêmement subjectif, puisque je ne suis pas suivie, mais mine de rien, savoir déjà ne pas être seule à vivre tel ou tel phénomène, la déréalisation, par exemple, permet de relativiser et de comprendre comment on fonctionne. Bien sûr, rien ne remplace un suivi auprès d'un professionnel. Cela dit, il y a quelques freins à ce suivi. Et un des premiers, et non négligeable, eh bien, c'est l'argent. Parce que oui, se soigner peut coûter cher. Non, tout n'est pas remboursé. Et malgré l'importance que revêt l'acte de prendre soin de soi, quand l'argent manque, payer le loyer et remplir le frigo, ce sont les dépenses prioritaires. Le site Queer l'indique bien, j'espère que je prononce bien, Queer, je sais pas, voilà, il y a un Q devant, donc en soi, voilà. Bref, le coût de la consultation d'un psychologue reste à la charge du patient. Oui, parce qu'on n'a pas tous besoin de voir un psychiatre, combien même ils sont excellents. Voilà, un psychologue est souvent suffisant. Et c'est pas pris en charge ou très peu. Il y a certains dispositifs dont je parlerai tout à l'heure. S'ajoutent à cela les déserts médicaux. On en parle souvent pour les médecins traitants, qui sont essentiels car ils sont les premiers, en théorie, à pouvoir orienter un patient vers la nécessité d'un suivi. Si le manque de généralistes est connu et discuté, le manque de spécialistes est tout aussi réel. Les mois d'attente pour voir un bon praticien peut être un frein, d'autant plus si la distance géographique vient aussi alourdir l'équation. Et vu que je parle de bons praticiens, trouver le professionnel avec qui créer un lien de confiance s'avère également un coup de chance. Le risque est de consulter une personne avec qui le courant ne passe pas du tout
et de se décourager, voire d'être découragé de se faire aider. Il ne s'agit pas de juger de la qualité du professionnel, mais bien de comprendre que humainement, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire. Et lorsqu'on va confier ses craintes, ses douleurs, son insécurité, ses insécurités à une personne, on a envie que ce soit une personne avec qui on le sent. Il existe donc quelques dispositifs en France afin d'aider à une prise en charge. Ils sont imparfaits à mon avis, mais ils ont le mérite d'exister et de poser des premières pierres vers un suivi. Sur le site Amélie, on peut lire sur le dispositif Mon Parcours Psy, donc que c'est un dispositif qui propose jusqu'à 12 séances d'accompagnement psychologique chez un psychologue partenaire. Notez partenaire, c'est important. La séance coûte 50 €. Elle est remboursée à 60% par l'assurance maladie. Mon soutien psy s'adresse à toute personne dès 3 ans qui se sent angoissée, déprimée ou éprouve un mal-être. Ça concerne énormément de monde. À savoir donc que le remboursement s'élève à 50 € par séance et que le professionnel consulté doit faire partie du dispositif. Et c'est là que ça pêche un peu, car je pense que 50 € est assez bas et le nombre de professionnels adhérents au dispositif peut être assez limité en fonction des départements. Bien évidemment, là encore, il n'y a pas d'égalité territoriale. À ma dernière vérification, il n'y en avait qu'un seul dans ma ville. Et son adresse mail en hotmail me fait un peu tiquer quant à son sérieux. Je sais, je chipote. Les deux autres propositions étant situées dans des départements voisins. Reste l'option de la visio. J'avoue que je n'y suis pas hostile, mais je trouve que voir en face à face la personne qui est censée nous aider est indispensable afin de créer une vraie relation de confiance. Que certaines séances se fassent à distance, pourquoi pas, mais pas la totalité du suivi. 12 séances, c'est peu, insuffisant. Il faut donc qu'elles soient un minimum optimisées quand même. J'imagine que vous connaissez aussi les CMP, et donc c'est un dispositif qui est assez ancien, hein. Enfin des locaux, des centres. Donc ils dispensent des soins de santé mentale gratuits. Il y a des CMP qui sont destinés aux enfants, aux ados, et d'autres aux adultes. Et peut-être qu'il y a encore d'autres spécificités que je ne connais pas. Je pense qu'un des avantages, en tout cas quand je lis des choses sur les CMP, c'est que l'équipe des CMP est pluridisciplinaire. Donc psychiatre, psychologue, infirmier, assistants sociaux, ergothérapeute, éducateur. Bref, il y a une liste assez conséquente, je crois, de ce que j'ai vu de professionnels médico-sociaux qui peuvent intervenir. Bon, les délais d'attente, de ce que j'ai pu entendre, lire, sont assez conséquents quand même, hein. J'ai découvert en cherchant un petit peu qu'il y a aussi un site qui s'appelle psycom.org, www.psycom.org pour être précise, et qui a un but informatif, oh là là, c'est compliqué de parler, mais qui propose aussi un annuaire des structures en France. Ça peut aider, ça peut orienter. Et personnellement, moi, où j'en suis de tout ça, de la santé mentale? Parce que je pense qu'au fil de mes vidéos, de mes échanges, de mes partages, vous avez compris que c'est pas toujours le top. Au niveau moral, au niveau mental. C'est une partie qui est un peu compliquée, hein, et en même temps assez simple parce que c'est mes ressentis. Donc, bah moi je suis assez lucide sur mon état, je pense. Et c'est pas toujours un avantage, je vous assure. C'est un avantage, c'est une force parce que je sais que je vais pas bien. C'est une faiblesse parce que lorsque vous avez cette capacité de le dire, ben généralement on vous croit pas. On pense que vous cherchez à vous faire plaindre. En plus en France, on préfère attendre que vous vous effondriez complètement pour prendre au sérieux votre mal-être. Tant que vous assumez que le masking fonctionne, je crois qu'on utilise ce terme, le masking. Alors beaucoup pour des termes, pour des pathologies sur l'autisme, etc. Mais on va le réutiliser aussi, je trouve qu'il est assez parlant. Donc tant que vous assumez, que vous faites face, tout ça, bah, c'est que vous allez bien et que vous sentez, que vous sentez que non... ouais, donc c'est vous cherchez à vous faire plaindre. J'arrive même plus à lire ce que j'ai écrit, dis donc, c'est dingue, hein. Bref. Bon, qu'on soit d'accord. Je crois que je me suis sentie mal toute ma vie. Voilà. Je me sens totalement inadaptée à la société. Je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, ça aussi.
J'en en comprends toujours pas les codes et je me sens assez isolée socialement et perdue au niveau professionnel, mais complètement perdue. Et depuis 2018, c'est encore pire. Et je m'étonne de réussir à tenir à peu près le cap. Oui, j'arrive à me lever le matin, à me faire à manger, à sortir. Je vais pas faire des fiestas tous les week-ends, hein. Sortir, j'entends aller faire une balade, avoir la conscience qu'il faut que je sorte au moins 1 heure de mon appartement tous les jours, que ça fait du bien au moral, que j'aille marcher, me dépenser un petit peu, bref. Je me dis, en fait, que j'ai pas le choix. Bah, si je me fais pas à manger, il y a personne qui va le faire à ma place, hein, voilà. Mais bien souvent, moi, je sens qu'il suffirait qu'un fil cède pour que je coule. Trop d'espoirs déçus, trop de projets qui ont échoué. Et depuis 7 ans, ces nuisances de voisinage impliquent de ne jamais me sentir vraiment, vraiment, vraiment chez moi et donc de ne pas avoir de safe place. J'ai très envie d'utiliser des anglicismes aujourd'hui, hein, vous allez noter le truc. Je ne suis pas la plus à plaindre, bien sûr, parce qu'il y a effectivement des gens qui sont tellement, tellement, tellement mal que ils n'arrivent pas à se lever le matin, ils n'arrivent pas à faire face. Et effectivement, bien sûr que j'ai conscience qu'ils ont beaucoup plus besoin de moi, des professionnels, tout ça, voilà. C'est... Voilà. Que moi, d'ailleurs. Il faudrait que j'apprenne à faire des phrases correctes. Bref, je suis pas la plus à plaindre et c'est pour ça que je passe encore toujours sous les radars. Oui, toujours, vous savez, jamais être dans la bonne case, ni en bon, ni en mauvais, on n'est jamais dans les bonnes cases. Je suis apte à m'occuper de moi-même, tout ça. Voilà. Et cela dit, je pense que c'est le cas d'énormément de personnes qu'on croise chaque jour, qui ont un sourire sur les lèvres et qui intérieurement, pourtant, coulent peu à peu. Comme toute maladie invisible, la santé mentale est difficile à diagnostiquer, à croire même parfois. Un sourire peut cacher le chagrin, l'humour des idées noires. Si le sujet se démocratise, il reste difficile d'accepter d'aller mal, d'avoir besoin d'aide et d'un temps pour soi. Il est souvent difficile aussi de s'éloigner de ce qui cause le trouble. Un emploi, des relations toxiques. Avoir conscience de son état est une première étape. Attention cependant à ne pas s'auto-diagnostiquer et de ne pas chercher à coller à tout prix à telle ou telle pathologie. Si consulter est difficile, c'est malheureusement une étape nécessaire pour aller mieux. Poser un vrai diagnostic. Si vous avez la chance d'avoir un médecin traitant, aborder le sujet avec lui est indispensable, en priant pour qu'il soit un minimum empathique bien sûr. Il est, cela dit, le plus à même de vous orienter vers la solution qui correspond à votre état. Et bien sûr, je vous souhaite d'avoir un entourage aidant, à l'écoute, qui ne minimise pas votre mal-être. Mieux encore, un entourage à qui vous sentez que vous pouvez parler de vos états d'âme, vos coups de blues et de tout ce qui vous pèse dans votre esprit. Ce n'est pas toujours évident de le faire. Parfois, l'entourage n'est pas réceptif et parfois, on ne veut simplement pas l'inquiéter. Je vais clore en vous donnant quelques lignes d'écoute. Le site Psycom les recense et je glisserai un petit lien en description, je pense. Donc, il y a évidemment le très connu SOS Amitié qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En français, c'est au 09 72 39 40 et 50. J'ai découvert qu'il existe une ligne en anglais au 01 46 21 46 46 qui est ouverte de 15h à 23h d'après ce que j'ai compris. Et sachez qu'SOS Amitié fonctionne également par chat. Là, je ne peux pas vous mettre le truc, mais si vous vous sentez plus à l'aise à l'écrit, ça peut être une option. Il y a également la Croix-Rouge qui propose une ligne d'écoute au 0800 858 858, ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi et le dimanche de midi à 18h. Il y a aussi SOS Crise au 0800 19 00 00 du lundi au samedi de 9h à 19h. Ici, ce sont des lignes généralistes. Mais je vous laisse parcourir encore une fois, je ne suis pas sponsorisée, le site psycom.org, car il y a vraiment beaucoup d'autres numéros
Beaucoup d'autres lignes disponibles en fonction de l'âge, de la profession. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses comme ça, donc bien évidemment, hein, les adolescents, et cetera. Au niveau des professions, les aidants familiaux, par exemple, qui ont besoin d'écoute, mais les agriculteurs aussi. Bref, allez voir, je vous assure, il y a vraiment plein de choses. Mais également, par exemple, si vous souffrez d'une pathologie particulière, les acouphènes, par exemple, j'ai vu les premiers, hein, acouphènes, c'est en premier dans la liste. J'imagine qu'il y en a plein d'autres, je pense que deuil, cancer, et cetera. Il y a des lignes qui sont recensées sur ce site. Ça peut être intéressant. Voilà. À savoir, voilà, vous pouvez potentiellement, si vous êtes dans un cas un peu particulier comme ça, avoir peut-être une meilleure écoute avec des professionnels qui ont plus de connaissances sur le sujet, sur des lignes qui sont un peu plus spécifiques. Alors bon, il est temps de clore et de vous souhaiter une belle semaine. C'est un peu compliqué après un sujet un peu comme ça compliqué, hein. C'est un peu lourd. Je vous souhaite malgré tout, une belle semaine encore une fois et après un sujet comme ça, je pense qu'il est d'autant plus important de vous dire de prendre vraiment, 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 vraiment soin de vous.